situation, il va de soi qu'il sera très facile pour toi de perdre ton sang-froid. Allez, coach Aman, tu nous as rejoint. Je vais te, voilà, je ne sais pas si tu as quelques mots à dire à la suite de ce premier partage. Coach Aman? Non, non, je crois, Baptiste, que tu as parfaitement bien illustré ce qui fait que la plupart du temps, on n'arrive pas à garder le sang-froid. On n'aime pas les surprises. On se croit le maître du monde. On aimerait que les choses soient parfaites. On a souvent des attentes exagérées par rapport à ce qui doit être, hein, ce que les autres doivent avoir comme attitude et comportement. Et comme tu l'as dit, ça nous crée des perturbations. On dit souvent que la frustration, c'est quand on a des attentes exagérées qui ne peuvent pas être parfois satisfaites. Et donc, lorsqu'on a trop d'attentes exagérées, lorsqu'on aimerait que ce soit à 8h00, dès qu'il y a 2 minutes de retard, bah, on perd le sang-froid, on est en train de vouloir prendre un vol et parce qu'on nous a annoncé que, eh bien, il y aura un petit retard, on perd le sang-froid. Tu vois, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais tu arrives, euh, tu arrives d'un vol, tu es au bagage, tu dois récupérer ton bagage et parfois on stresse parce qu'on aimerait que ça aille plus vite et qu'on a l'impression que ça ne va pas au rythme auquel on le souhaite. Et puis on commence pas à paniquer ou se frustrer pour dire, ah ben, tiens, ils ont encore fait ça, alors que le bagage va arriver bientôt. Donc cette impatience parfois peut nous amener donc du coup à perdre le sang-froid. Et pourtant, il n'y a pas encore péril dans la demain. Du moins, il faut laisser les choses courir. Il y a ce qu'on appelle le lâcher prise, ou tolérer que les choses sur leur cours normal et finissent donc du coup par rentrer dans l'ordre. Nous ne savons pas toujours le faire et ça peut nous amener souvent à perdre le sang-froid avec X. Exactement. Exactement. Et c'est voilà, exactement comme tu l'as su dire, Coach Eman. Et bien sûr, c'est vrai que nous sommes en train d'avoir une place digitale sur la maîtrise de soi. Et c'est qu'une mise en motion, hein, parce que voilà, il y a plusieurs parmi nous, on a vraiment ce défi-là. On a un défi de management, on a des défis de gestion des relations avec les autres, de réussite avec les autres. Et pour nous, voilà, qui avons ce défi-là, si on veut vraiment réussir à s'auto-manager, réussir à maîtriser ses émotions. Nous avons un cours complet voilà, que nous avons rendu disponible pour vous. C'était vraiment, vraiment fini avec, voilà, en finir avec faire de ça une histoire du passé. Voilà. On a un cours complet dessus sur l'intelligence émotionnelle, la gestion des relations avec les autres que nous avons rendu disponible dès aujourd'hui, que vous pouvez commencer à suivre dès aujourd'hui. Voilà, c'est un cours que vous pouvez suivre en moins d'1h30. Voilà, vous allez pouvoir terminer les différents modules. On voit étape par étape, bien sûr, comment voilà, devenir la personne la plus sereine, la plus calme, la plus égale à soi-même, quel que soit le contexte, quelles que soient les situations et bien sûr, quelles que soient les personnes en face, quelles que soient les provocations que nous avons en face de nous. On mettra bien sûr également dans le chat le lien pour pouvoir accéder à ce cours-là, pouvoir savoir s'automanager, sortir de la fragilité, maîtriser ses émotions. Donc, c'est un cours que vous allez pouvoir suivre tranquillement, qui, comme j'ai dit tantôt, qui vient également avec un livre complet dont on mettra à votre disposition. Vous allez pouvoir télécharger le livre, vous allez pouvoir le lire tranquillement, que ce soit sur votre tablette, via votre smartphone ou via votre ordinateur. C'est le livre sur l'intelligence émotionnelle. C'est le livre le plus complet, voilà, que vous allez pouvoir suivre, le livre le plus complet, pratique, pragmatique, que vous allez lire sur l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas des trucs copiés sur Internet, voilà, mis à côté. C'est vraiment quelque chose qui est partie du quotidien des dirigeants, des managers, des hommes et pères de famille, voilà, qui vivent des situations quotidiennes. Alors, on a décortiqué cela, simplifié cela pour faire que vous puissiez disons, vous approprier de toutes ces pratiques-là, ces approches qui vont simplement faire la différence dans votre vie et dans votre façon, bien sûr, de gérer le quotidien et de vous élever au-delà des challenges du quotidien. Vous allez suivre le cours, lire le livre, et vous avez également le test que vous allez pouvoir faire à la fin du module, et voilà, qui va vous challenger. Voilà, lorsque vous passez le test, et oui, vous avez votre certificat qui vous est rendu à la
fin de ce test-là. On va mettre le lien. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ceux d'entre nous qui sont connectés à cette session, comme c'est tantôt, on a plein de cadeaux, on a plein de choses assez inédites et assez exclusives dont nous souhaitons partager avec vous au travers de cette classe digitale. Vous allez pouvoir accéder à ça à seulement 11 999 francs CFA. On mettra le lien dans le chat. Hein. Voilà, juste simplement pour nous qui sommes connectés à cette session, on mettra le lien afin que vous puissiez bien sûr accéder à cela dans le chat dans un instant. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir accéder à ce cours, comme je disais tantôt, vous avez le cours complet qui sera bien sûr rendu disponible pour vous. En plus de ce cours complet, vous avez le livre sur l'intelligence émotionnelle d'e-book, c'est l'intelligence émotionnelle dont nous allons également vous mettre à votre disposition via ce cours-là. Et vous allez pouvoir passer les tests et à la fin obtenir votre certificat. Coach Eman, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cela. Je ne te reçois pas, mais bon, juste pour dire effectivement à tous qui suivent cette session, eh bien que c'est un cours que nous avons conçu spécialement pour vous permettre donc de pouvoir doper votre intelligence émotionnelle et gérer plus facilement vos relations avec les autres. Le e-book sera mis à votre disposition. Il y a un e-book qui est offert gratuitement à tous ceux qui participent à cette classe digitale. Le lien de cet e-book sera tout à l'heure mis dans le conversier et permettra donc du coup aux uns et aux autres de pouvoir, n'est-ce pas, télécharger le e-book Management de soi et maîtrise des émotions. Cet e-book-là, il est gratuit. Mais lorsque vous souscrivez au cours en ligne Intelligence émotionnelle et gestion des relations avec les autres, vous aurez la possibilité, en plus de suivre le cours, de passer le test, d'avoir votre certificat, de télécharger un deuxième e-book sur l'intelligence émotionnelle. Cette fois-ci, Becky, voilà ce que je voulais ajouter. Le temps qu'on continue dans cette classe digitale, Ekis. Magnifique. Allez, juste pour rappeler que voilà, je vais mettre rapidement le lien dans le chat. Hein, voilà, avant qu'on puisse progresser dans cette session. Et la bonne nouvelle également, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir aller directement par carte ou par mobile money. Vous allez choisir l'option qui vous convient le mieux et vous allez pouvoir procéder directement à la souscription voilà, de ce cours et accéder à tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Donc, une fois qu'on a vu ensemble les 5 raisons pour lesquelles la plupart des gens n'arrivent pas à garder le sang-froid, l'une des choses importantes que je veux que nous puissions voir tout de suite, hein, encore une fois, l'intelligence émotionnelle, c'est simplement la capacité à pouvoir penser et agir correctement sous pression. C'est-à-dire la plupart des gens savent bien faire lorsque tout va bien. Ils savent se comporter de façon convenable avec les gens, lorsque les gens se comportent de façon convenable avec eux. Mais lorsque les gens sont désagréables, ce qui est la plupart des cas, lorsque les situations voilà, inconvenables arrivent, c'est là où le vrai test arrive. C'est le vrai test de notre coefficient, notre quotient émotionnel, notre capacité à penser et agir correctement sous pression. Ne pas simplement être bien quand tout va bien. Pouvoir faire ce qu'il a fait, pouvoir penser ce qu'il a pensé et pouvoir, bien sûr, voilà, engager les actions qu'il a engagées malgré que voilà, ce qui est en face de moi ne correspond pas à ce que j'aurais souhaité, malgré que ce qui est en face de moi ne correspond pas à ce que je veux. Il y a une méthode pour réussir, pour réussir cela. Il y a une façon d'y arriver, hein, pour se montrer à chaque fois leader dans des situations voilà, que nous avons à gérer, bien sûr, au quotidien. La première chose, lorsqu'on se retrouve dans un contexte pareil, dans une situation pareille, c'est de commencer par se demander le résultat le plus important à atteindre. C'est-à-dire, lorsque je suis dans une situation qui me challenge, hein, une mauvaise nouvelle, un collaborateur qui ne rend pas le travail voilà, attendu, ou un partenaire qui me lâche, par exemple, voilà, qui me lâche à la dernière minute, le plus important, c'est de se demander quel est le résultat le plus important à atteindre ici. C'est quoi le résultat le plus important à atteindre? C'est quoi le résultat le plus important à atteindre? Est-ce le fait de blâmer, de râler, d'envoyer une convocation, de frapper la main sur la table, ou est-ce le fait de pouvoir garantir tel ou tel résultat? L'autre chose également, c'est de savoir se dire ce qu'on doit se dire pour avoir la bonne attitude. C'est-à-dire, sachant quel est le résultat à atteindre ici, qu'est-ce que je dois me dire pour garder l'attitude qu'il faut, pour engager l'action engagée, pour finir par délivrer ce résultat attendu ici.
La plupart des gens oublient le résultat attendu et ils confondent, bien sûr, ce qui se passe à ce qu'ils doivent faire pour arriver au résultat qu'ils veulent. Et ils finissent par expliquer la non-atteinte des résultats par ce qui s'est passé. Alors que ce qui s'est passé est un facteur, voilà, c'est pas un facteur décident, c'est un facteur influent. C'est-à-dire tu décides ce que tu vas faire avec ce qui se passe. Mais il ne faut pas confondre ce qui se passe à la finalité, au résultat final que toi tu veux pouvoir, bien sûr, avoir à la fin de la journée. Et l'autre chose également, c'est pouvoir se rappeler ses responsabilités et décider de les assumer malgré les perturbations. C'est-à-dire le fait que j'ai délégué quelque chose à quelqu'un, le fait que je demande à quelqu'un de faire quelque chose pour moi, et qu'à la fin de la journée, c'est quand je relance la personne, que je vais vers la personne, avant qu'il m'annonce voilà, qu'il a eu tel ou tel blocage, que cela explique pourquoi il n'a pas le résultat qu'il veut, qu'il n'a pas la finalité que je veux. Parfois, on oublie qu'on a juste délégué la tâche, la chose à faire, mais que le résultat incombe à nous. Le résultat incombe au leader. Le résultat incombe à celui qui tient à ce que le résultat soit. Et parfois, on oublie ça. Et parfois, on oublie ça. Et voilà, parfois, on oublie ça. Et on se retrouve en train de nager, voilà, dans les accusations. On se retrouve en train de nager dans le blâme. On se retrouve en train de nager voilà, dans tout cela. Et le but, c'est de se rappeler des responsabilités et décider de les assumer pleinement. Et bien sûr, également, il faut s'imposer de se montrer à chaque fois digne. Parce qu'encore une fois, comme je rappelais tantôt, lorsque tout va bien, tout le monde va bien. Lorsque tout va bien, voilà, tout le monde montre le meilleur de soi. Et le vrai test du leadership, le vrai test du leadership, ce n'est pas lorsque tout va bien. Il est situationnel. C'est lorsque la situation est devant nous. C'est lorsque le contexte est là. C'est lorsque ce qu'on n'a pas envisagé est là. C'est lorsque ce qu'on n'a pas prévu est là. C'est lorsque ce qu'on n'a pas vu est là. C'est lorsque ce qu'on n'a pas vu se passer est en train d'arriver. Et c'est là où nous sommes appelés, bien sûr, à répondre présent. Et ça, on est appelé à montrer véritablement qui est le chef ici, qui est le leader ici, qui est le pilote ici. Imaginez vous êtes dans un avion et puis on avait des turbulences. Et le pilote d'avion, il sort et puis il prend son parachute pour pouvoir sauter. Ou il sort de la cabine pour venir s'asseoir avec nous. Non, c'est lorsque il y a des turbulences, c'est lorsque ça ne marche pas bien, quand on s'attend à ce que le pilote puisse prendre la main et puis communiquer avec nous pour nous rassurer et gérer le passage de turbulence. Et la vérité, c'est que la plupart du temps, voilà, on veut que les choses se passent bien. Non. C'est lorsque ça ne se passe pas bien, c'est lorsque tu fais face à l'inadmissible, lorsque tu fais face à la méchanceté, à l'indigne, à l'ingratitude, à tout cela, c'est là où tu es attendu, c'est là où ton niveau est vu, c'est là où ton baromètre est affiché. Et tout le monde voit qui tu es. Tout le monde voit qui tu es. Et tu as également l'opportunité de voir qui est-ce que tu es. Et bien sûr, on doit pouvoir se rappeler ça, pouvoir se montrer digne lorsque ces situations, bien sûr, arrivent. Donc, commencez déjà par se demander le résultat le plus important à atteindre. Lorsque on est dans des situations sous pression chaotique, se demander le résultat le plus important à atteindre. Parce que c'est ce que la plupart des gens attendent. Lorsqu'on est dirigeant manager, les gens attendent de nous que nous puissions tenir là-bas, qu'on puisse être celui-là qui garantit le résultat. Et puis également savoir se dire ce qu'on doit se dire, savoir se dire ce qu'on doit se dire, savoir se communiquer ce qu'on doit se communiquer. Parce qu'à la fin de la journée, voilà, ce qu'on fait dépend de ce qu'on se dit. La plupart des gens ignorent que ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, dépend de ce qu'ils se sont dit avant, ce qu'ils ne se sont pas dit avant, ce qu'ils se sont racontés avant. Lorsque tu dis, c'est inadmissible, c'est impossible, c'est pas faisable, on est mort, c'est fini pour nous. Alors, ce sont des choses que tu te dis. Mais le fait de te dire ce genre de choses, voilà, à la répercussion d'autres choses à faire, à ta capacité à pouvoir assurer le résultat final. Et bien sûr, également, se rappeler que si les choses doivent être, si un résultat différent, si une réalité différente doit être ici, si une réalité différente doit émerger, il va bien falloir que quelqu'un s'assure que cette réalité différente puisse émerger. Si quelque chose doit naître ici, quelqu'un doit s'assurer de rendre cela possible. Donc, se rappeler ses responsabilités, se rappeler la charge qu'on a. Si ça va s'améliorer, si je dois me sentir mieux, ça ne dépend que de moi. Et si ça va s'améliorer, si ça doit devenir meilleur, ça ne dépend que de moi. Et bien sûr, à la fin également, finit par, comme j'ai tantôt, s'imposer de se montrer à chaque fois digne de la situation. S'imposer de faire la différence, s'imposer de montrer qu'on est à la mesure de la situation
que l'on a mesure de ce qui se passe autour de nous. Coach Eman, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, ben, c'est parfaitement ça. Effectivement, Baptiste, quand il est question de pouvoir penser et agir correctement sous pression, nous oublions parfois que tout le monde a droit aux émotions sauf les leaders. Donc, le leader, quand la situation est complexe, lorsque la situation est tendue, il doit se montrer digne, comme tu l'as dit. Il doit se rappeler son devoir. Tout le monde se tourne vers lui pour dire, boss, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est en ce moment que, en tant que père de famille, en tant que dirigeant, en tant que responsable, tu dois t'assurer de ce que ton attitude montre clairement que c'est toi le leader ici. Les gens sont désemparés et ne savent pas quoi faire. C'est là que tu dois respirer pour dire, OK, sachant ce que nous savons, quels sont mes devoirs, quels sont les devoirs qui restent d'actualité, qu'est-ce que je suis obligé de faire quoi qu'il en soit. Chez moi, dans ma langue, on dit que les enfants ne doivent pas savoir que papa est malade. Parce que lorsqu'on sait que le leader est en train de tanguer, qu'il ploie sur le coup des émotions, que la situation le dépasse, et il expose sa fragilité, à partir de cet instant, les gens sont désemparés parce qu'ils ne savent plus qui va les conduire. Nous, les leaders, nous sommes obligés, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que responsable d'équipe, en tant que dirigeant, nous devons nous assurer de ce que nous nous montrions dignes à chaque fois pour rester concentrés sur l'essentiel. Appliquer ce qu'on appelle ici la dictature du résultat. Quoi qu'il en soit, nous sommes obligés de dériver du résultat. Car c'est ça qui permettra de savoir si nous sommes un leader ou pas. Penser, avoir des pensées, des types d'interprétation de la situation qui nous permettent d'être dans une disposition mentale positive, constructive, qui nous permet de trouver de belles idées, de remobiliser les équipes. C'est nous qui devons encourager les équipes plutôt que de les laisser lamentablement se désemparer ou être désemparés, auquel cas ils savent désormais que ben, tiens, ils ne peuvent pas compter sur nous. Quand tout va mal, il paraît que seuls ceux qui sont forts continuent à aller de l'avant et le leader doit travailler constamment, n'est-ce pas, à développer cette capacité à penser et agir correctement sous pression. Dans le cours intelligence émotionnelle et gestion des relations avec les autres, eh bien, nous avons démontré pourquoi est-ce que le leader ne doit pas avoir des émotions, comment est-ce qu'il fait pour ne pas avoir des émotions, parce qu'en fait, il doit se rappeler constamment que la vraie manifestation du leadership, ce n'est pas lorsqu'on est serein, lorsque tout va bien. C'est pas lorsqu'on est correct, lorsque tout est parfait et correct. C'est quand on arrive à être un leader sauveteur de relations. Celui-là qui sait, n'est-ce pas, à chaque fois tirer le meilleur profit de son expérience, de ses responsabilités pour délivrer à chaque fois les types de résultats qui permettent de ramener la sérénité, de ramener l'équilibre, de ramener la croissance, de ramener la paix, de ramener la santé, Bekis. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une formule derrière ça. Il y a une formule derrière ça. Nous avons résumé ça en une formule pour vous. Vous pouvez désormais capturer, filmer, écrire cela quelque part, scotcher cela quelque part, l'avoir avec vous tout le temps. Vous vous rappelez que la maîtrise de soi répond à une formule et que si on arrive à l'appliquer, à l'implémenter à nous-mêmes, nous allons pouvoir, bien sûr, à chaque fois prendre de la hauteur là où la plupart des gens n'y arrivent pas. Est-ce qu'on va faire tout de suite, c'est partager cette formule-là avec vous, la formule de la maîtrise de soi. Et cette formule est simple. Maîtrise de soi égale orientation au résultat, comme disait le coach Eman tantôt, plus action adéquate, moins le sentiment, moins l'émotion que nous mettons là-dedans. Et bien sûr, orientation au résultat ici, c'est de savoir très clairement quel est le résultat que je veux avoir. Quel est le résultat que je veux avoir à la fin de la journée, c'est-à-dire à la fin là. Quel est le résultat que je veux avoir. Ensuite, l'action adéquate revient à savoir exactement qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce résultat, sachant ce que je veux. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, pas qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que je dois faire, sachant le résultat auquel je tiens? Parce que la plupart des gens oublient le résultat lorsqu'il y a une situation en phase 2, lorsqu'il y a une circonstance en phase 2. Ils oublient le résultat. Ils oublient qu'il y a quelque chose qu'ils veulent. Ils oublient qu'ils sont levés le matin pour aller chercher quelque chose. Ils oublient qu'ils ont fait des promesses à eux-mêmes. Ils ont fait des promesses aux gens. Ils oublient ça. Ils se concentrent
ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ressentent sur le moment, sans oublier qu'il y a un résultat qu'ils ont. Et voilà, ils oublient ça. Donc, orientation résultat, action adéquate, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce résultat? Et bien sûr, moins le sentiment, peu importe la façon dont je me sens, peu importe la façon dont je me sens, parce qu'à la fin de la journée, le sentiment, il est passager. Donc, comment tu peux baser ce que tu veux sur quelque chose qui est totalement passager? Sur quelque chose qui peut changer d'un moment à l'autre, quelque chose qui peut changer d'une une information ou pas. Et tu ne peux pas baser la construction de quelque chose sur quelque chose qui est totalement passager. Donc, c'est pour ça que la formule est très simple. Orientation au résultat. Quel est le résultat que je veux avoir? Et bien sûr, action adéquate. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce résultat-là? Qu'est-ce que je dois m'obliger à faire? Si vous voulez que je dise ça, qu'est-ce que je dois m'obliger à faire? Tu n'es peut-être pas d'accord avec ça. Tu n'as pas envie de faire ça. Tu n'es peut-être pas à l'aise à le faire. Mais qu'est-ce que tu dois faire sachant le résultat auquel tu tiens? Sachant le résultat que tu as promis à toi-même ou bien sûr ou à tes ayants ou à tes différents partenaires. Et bien sûr, moi, le sentiment, ce que tu sens, ce que tu ressens, voilà, ce que les gens pensent ou ne pensent pas. Voilà, pour l'instant, on a un résultat qu'il faut, bien sûr, garantir. Et ceux qui ont ce niveau, cette capacité à prendre la hauteur à chaque fois, qui savent faire preuve de leadership, de maturité, d'élévation, de hauteur, c'est parce qu'ils savent appliquer cette formule de la maîtrise de soi qui est désormais disponible à nous tous connectés ce soir. C'est-à-dire, orientation au résultat. Qu'est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je me suis réveillé ce matin? Pourquoi est-ce que je suis là au boulot là? Pourquoi est-ce que je me suis engagé dans cette relation? Et bien sûr, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ça, pour garantir ça? Et bien sûr, peu importe la façon dont je me sens. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la plupart, on sait se battre, on sait parfois s'obliger. Notre défi, c'est vraiment la soustraction là, c'est-à-dire enlever les émotions là-dedans. Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de dire à Chelsea que les émotions mettent les facultés en veilleuse. La plupart du temps, on n'arrive pas à processer, on n'arrive pas à analyser. Et bien sûr, on n'arrive pas à s'engager pleinement, simplement parce qu'on nage, on navigue dans comment on se sent. Comment on se sent, dans les opinions qu'on a, dans les sentiments qu'on a, ou dans ce que les gens pensent ou ne pensent pas. À la fin de la journée, seul le résultat met tout le monde d'accord. Alors, sachant que seul le résultat met tout le monde d'accord, et que seul le résultat voilà, me donnera la légitimité, la crédibilité, et bien sûr, ce que nous recherchons tous à la fin de la journée, pourquoi perdre mon temps sur quelque chose qui est simplement, bien sûr, passager. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir nous approprier cette formule-là, l'avoir avec nous, peut-être sur des post-it, peut-être mémoriser cela mentalement, pour savoir que désormais, j'ai la possibilité d'avoir le contrôle, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les événements, quelles qu'en soient les perturbations, quelle qu'en soit la complexité en face de moi, de savoir que j'ai la possibilité face à la situation, face à cette formule désormais. J'ai la formule, j'ai la formule, j'ai la clé pour pouvoir à chaque fois avoir cette maîtrise de soi, garder mon sang-froid, avoir de la hauteur, quelle que soit la situation, bien sûr, que j'ai en face de moi. Prochainement, si tu as quelque chose par rapport à la formule? Absolument, absolument. En fait, effectivement, le défi majeur avec cette formule, c'est que lorsqu'on est dans une situation, la plupart des gens sont beaucoup plus intéressés et attachés à comment ils se sentent. Moi, l'une des choses que j'ai l'habitude de faire, c'est que je me dis, OK, je vais atteindre la maîtrise de soi. Donc, je vais maîtriser la situation. Ce qui veut dire que je dois rester en mesure de produire du résultat. Et pendant ce temps, il y a des actions que je dois engager. Donc, ce qui se passe, c'est très simple là. Je vois que quelqu'un devait agir et qui n'a pas fait son travail. Donc, et je me sens trahi, je me sens déçu par le fait que la personne n'a pas été à la hauteur. Je vois que quelqu'un tente de me mettre le bâton dans les roues. Et je me sens déçu par, ou frustré parfois, amer, ou je tente d'être dans la victimisation, par exemple. Et donc, il est de ma responsabilité de dire que tout ça, ça n'a pas d'importance. Le fait que l'autre a mal fait, le fait que je ne me sens pas bien, n'a pas d'importance. Ce qui importe ici, c'est de me dire, OK, sachant que les autres n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce que moi je dois faire? Sachant que je dois obtenir des résultats, malgré le fait que les autres ont été défaillants et que je ne me sens pas bien. Donc, comme tu l'as dit, j'enlève la façon dont je me sens de l'équation. Lorsqu'on veut atteindre la maîtrise de soi, il ne faut pas du tout alors accorder de l'importance à comment on se sent. Comme on dit à Chelsea, c'est le jardin qu'on arrose qui pousse. C'est le jardin qu'on arrose qui pousse. La question importante pour moi ici est de savoir, est-ce que je vais
n'est-ce pas, arroser le jardin de mes résultats, de l'orientation résultat? Est-ce que je vais me concentrer sur les résultats que je dois produire et les actions que je dois engager? Ou bien je vais me concentrer sur comment je me sens? À partir du moment où je comprends que c'est là où on se concentre, c'est là où l'énergie va et c'est là où les résultats apparaissent. Si je me concentre sur comment je me sens, eh bien, je vais perdre le contrôle de mes émotions. En revanche, si je me concentre sur les résultats que je vais avoir, comme tu l'as dit, et les actions que je dois engager absolument, je prends de la hauteur et j'atteins la maîtrise de soi. Donc, normalement, tous ceux qui suivent cette classe digitale doivent sortir d'ici en se disant, pourquoi est-ce que je n'ai pas la maîtrise de soi? Je n'ai pas la maîtrise de soi parce que j'accorde plus d'importance à comment je me sens qu'à quel est le résultat que je vais avoir et qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce résultat. Celui qui se concentre, parce qu'on peut pas, la dualité de concentration n'est pas possible. La dualité de concentration n'est pas possible. Donc, par conséquent, lorsqu'une personne, du coup, se concentre sur les résultats à obtenir et les actions à engager et ne veut pas du tout se concentrer sur comment il se sent, eh bien, les émotions vont s'estomper, l'obligation de résultat va prendre le dessus et l'engagement des actions requises va prendre le dessus et du coup, on va atteindre la sérénité active, on va atteindre la maîtrise de soi, qui fait que certaines personnes, quelque chose qui se passe, eh bien, ils ont de la douleur, certes, mais ils décident de ne pas faire attention à cette douleur. Ils sentent de l'humiliation, mais ils décident de ne pas faire attention à cette humiliation. Ils disent, quel est le résultat à produire, malgré le fait que je sois humilié, que le fait que je sois frustré, le fait que je sois déçu, quel est le résultat à produire? Ils essuient les larmes, ils pardonnent aux autres, ils identifient le résultat à produire. Ils disent, ok, si je dois produire absolument ce résultat, quelles sont les actions que je dois engager? Ils essuient à nouveau leurs larmes, ils pardonnent aux autres, ils laissent tomber leur frustration, leur douleur, ils serrent les dents et ils engagent l'action. On pense qu'ils sont géniaux ou bien extraordinaires, mais non, ils appliquent cette méthode-là, à savoir ne jamais prêter trop d'attention à comment on se sent et se demander quel est le résultat que je vais atteindre et quelles sont les actions adéquates pour y arriver, peu importe. Donc, soustraction de mes sentiments personnels. Magnifique, hein? Magnifique. Allez, une fois qu'on a vu cette formule-là et que je vais vraiment nous inviter à la suite du coach Eman à l'avoir vraiment avec nous à chaque fois qu'on fait la différence et se rendre compte à quel point on a le pouvoir et qu'on n'a pas le temps à déléguer ce pouvoir-là. Et grâce à cette formule, on a la possibilité voilà, de regagner ce pouvoir-là dans nos vies et dans nos différentes carrières. Une des choses que je veux qu'on puisse voir tout de suite, c'est voir ensemble les 4 exercices qui vont vous permettre de faire à chaque fois la preuve d'attitude supérieure dans toutes les situations. C'est l'exercice qu'il faut faire à chaque fois, devant les situations, devant les contraintes, devant la complexité, devant le chaos, devant les absurdités, devant tout ce qu'on a à gérer, qui sont voilà, qui veulent voler notre paix, qui veulent voler notre sérénité, hein, qui veulent voler notre hauteur. On va voir ensemble, il y a des exercices rapidement à faire. On a déjà eu l'opportunité de mentionner quelques-uns de ces exercices-là. Coach Eman, je ne sais pas si tu veux partager ces exercices-là avec nous. Super, merci beaucoup Baptiste de me donner la parole. Effectivement, la première des choses, c'est la concentration sur la solution. La plupart des gens, quand il y a une situation, ils perdent le pouvoir. Pourquoi? Ils perdent le pouvoir parce qu'en réalité, au lieu de se demander comment on règle ça, ils posent la question de savoir qui a fait ça. Or, par principe, lorsqu'on assume, on est serein, mais quand on accuse, on perd le contrôle de ses émotions et on devient très émotif, on devient très sentimental. La question est de savoir comment faire pour ne pas chercher l'accusé ou ne pas se concentrer sur qui a mal fait. Ou bien lorsque peut-être j'essaie de me concentrer sur la solution, je vois qu'en fait, je pense constamment à mon époux qui n'a pas été à la hauteur, à mes parents qui m'ont marginalisé, martyrisé pendant mon enfance, ou bien, on va dire, la marâtre ou la belle-mère qui m'a déçu, etc. Des gens qui ne m'ont pas donné le visa, la bourse qu'on m'a refusée, etc., etc. Donc, lorsque je n'arrive pas à être très orienté résultat, je n'arrive pas à prendre de la hauteur, l'une des choses que j'ai appris de faire, c'est d'utiliser la méthode des circonstances atténuantes. Peut-être qu'au moment où il devait le faire, il ne savait pas que c'était important pour moi. Tu vois, peut-être que tu as donné travail à une personne, la personne a traîné et ça t'a fait perdre une opportunité. Tu peux lui trouver une circonstance atténuante et cette circonstance atténuante va faire que
ton animosité, ta frustration va s'atténuer. Tu comprends avec moi que lorsque ton animosité et ta frustration va s'atténuer, eh bien, tu vas avoir un meilleur contrôle de tes émotions. La deuxième méthode, c'est la méthode de la normalité constante. Eh bien, parfois, c'est nous qui sommes surpris de constater que certaines personnes ont des attitudes données. C'est peut-être parce que nous attendons trop d'eux ou d'elles. Nous pensons qu'ils allaient avoir une attitude extraordinaire. Mais une question importante que je voulais vous poser, ou c'était une question que j'allais poser, c'est de savoir, est-ce que c'est normal qu'un enfant commette des enfantillages? Est-ce que c'est normal qu'un enfant commette des enfantillages? Si oui, pourquoi est-ce que nous perdons le sang-froid? Pourquoi est-ce que nous nous énervons quand un enfant commet des enfantillages? Si un enfant ne commet pas des enfantillages, qu'est-ce qu'il ferait? N'est-il pas normal qu'un enfant commette des enfantillages? N'est-il pas normal qu'un enfant casse des verres? N'est-il pas normal que vous venez de porter un t-shirt blanc à un enfant et vous lui avez donné entre-temps du lait caillé, vous lui avez donné entre-temps du yaourt, vous lui avez donné entre-temps du chocolat et il vient de salir son beau t-shirt Nike que vous avez payé à 50 000 francs, eh bien, avec du chocolat. Parce que c'est un enfant. L'enfant a le droit de s'amuser, l'enfant a le droit aux enfantillages. Mais pourquoi s'énerver face à un enfant qui a des enfantillages? Est-ce que c'est normal qu'un menteur mente? Parfois, nous sommes très énervés de découvrir qu'une personne a menti. Ok, le défi c'est très simple, c'est nous qui découvrons que c'est un menteur. Non. Et donc nous découvrons, ah, mais tiens, je ne savais pas qu'il était un menteur. Ah, là, il a menti là. Donc c'est normal qu'il mente, ok. Donc peut-être qu'il mentait avant. Donc il n'y a rien d'extraordinaire ici, il n'y a pas à s'émouvoir ici, parce qu'en fait, on est dans la normalité ici. Est-ce que c'est normal, par exemple, que Juif, ou bien Babileke, ou bien Yoruba, ou bien Nadja, ou bien Baobab, ou bien, on va dire quoi, Djoula, ou bien Sarafoulé, aiment l'argent? Si la réponse est oui, ben, normalement, tu ne vas pas dire que les grands commerçants, ils aiment l'argent, n'est-ce pas? Et les ethnies de commerçants, ce n'est pas de l'ethnocentrisme, hein, de commerçants ont cette tendance, on va dire quoi, à aimer l'argent. Donc, si un commerçant aime l'argent, fais attention à la petite monnaie de 2 francs, à la petite monnaie de 1000 francs. Ben, et tu vois que, ben, tiens, c'est un commerçant, c'est normal, n'est-ce pas? Donc, tu n'as pas à t'offusquer particulièrement. Mais est-ce que c'est normal qu'une personne qui est frustrée se rebelle? Est-ce que c'est normal qu'une personne qui est frustrée, eh bien, sabote le travail? Bah ouais. Donc, du coup, si une personne sabote le travail, tu vas te poser la question plutôt de savoir, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? N'a-t-il pas de frustration par hasard? Si oui, tu n'es pas étonné, n'est-ce pas? Je parlais avec une personne en pleine séance de coaching hier qui m'a dit, mais je t'ai dit que telle personne a fait telle chose et apparemment ça ne te dit rien. Je dis, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que j'attende d'une personne qui est psychopathe que le fait qu'elle commet des psychopathies? Donc, du coup, tu viens de me dire que la personne a eu un comportement de psychopathe. Oh, je sais que la personne est psychopathe. Donc, ça ne me surprend pas. Et donc, je suis resté stoïque, sans émotion. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où vous appliquez la méthode de la normalité constante, eh bien, les émotions ne vont plus, n'est-ce pas, prendre le dessus. Et vous voyez un petit peu. C'est parce qu'en fait, nous disons, c'est inadmissible, c'est anormal, c'est intolérable, ce n'est pas possible. C'est parce qu'on dit ça qu'on peine sans froid. Quand on dit c'est normal, venant de lui, ça ne me surprend pas. Et on sourit. Et on est stoïque. Et les autres comprennent. Et c'est tout ce que tu as dit. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Le gars, il est comme ça. Qu'est-ce qui te surprend dans ce qu'il fait? Il a fait il y a 5 ans. La dernière fois, il a fait. On s'est énervé la première fois. Pourquoi tu veux que je m'énerve encore une fois? Il dit, bah ouais, oui, c'est une façon de voir les choses. Mais toi, tu es tout le temps à voir les choses de façon positive. Non, je ne vois pas les choses de façon positive. Je suis en train de faire de l'interprétation profitable. Je suis en train de faire de l'interprétation créative, qui est l'une des méthodes d'ailleurs que vous allez voir qu'on a travaillé là-dessus pour vous dans le cours Intelligence émotionnelle, gestion des relations avec les autres. L'autre méthode, c'est le processing et l'analyse stratégique pour se concentrer sur le plan d'action. J'ai l'habitude de coacher un dirigeant et parfois, le dirigeant va m'appeler pour dire, Herman, j'ai quelques inquiétudes par rapport à mes chiffres à faire. Et je lui dis toujours, ok, tu as des inquiétudes par rapport à tes chiffres à faire? Ben, je dis oui, ok. Mais quand tu as l'habitude de faire les chiffres, qu'est-ce que tu as l'habitude d'engager comme action? Elle me dit, voici les actions. Je dis, ok, fais la liste de tes inquiétudes et fais la liste de tes actions à engager. Et fais la liste des inquiétudes et puis, elle fait la liste des actions engagées. Je dis, ok, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas remplacer ta liste d'inquiétudes par ton plan d'inquiétude par ton plan d'action. C'est tout.
Donc, le processus il consiste à se demander, sachant ce qu'on a en face de soi, quelles sont les actions adéquates pour pouvoir avoir du résultat. Quelles sont les meilleures solutions possibles qu'on puisse utiliser pour pouvoir avoir du résultat. Et à partir du moment où on sait ça, on va transformer ça en plan d'action. Il vaut mieux se retrouver en train d'agir que de se retrouver en train de se préoccuper, d'avoir de l'angoisse, d'avoir de l'inquiétude. Remplacer ces plans d'inquiétude par le plan d'action. Ok, tout le monde est inquiet. Et les autres disent, mais tiens, on va faire comment etc. Ok, vous avez fini de pleurer et ils disent oui. De quoi est-ce que vous avez peur? On a peur que telle chose arrive. Très bien. Si nous devons empêcher que cela arrive, quelles sont les actions qu'on engagerait? On fait la liste des actions. Sachant que si on engage ces actions, ça ne va pas arriver. Allons-nous continuer de nous plaindre et d'être inquiets, ou bien on va attaquer le plan d'action. Donc voilà les 4 exercices dont tu as parlé, Bekis, et comment on peut les utiliser pour travailler et doper sa capacité de maîtrise de soi, sa capacité de maîtrise émotionnelle, Bekis. Excellent. Allez, coach, maintenant, à la suite de tes propos, on a une question, je souhaite que tu puisses la prendre en même temps pour qu'on puisse progresser. Il y a Pierrot qui dit, dans la formule, voilà, vous avez semblé négliger le poids des émotions, des sentiments. Savez-vous que l'émotionnel échappe au rationnel? Si tu veux revenir sur la formule Bekis. Je le fais tout de suite. Non, je voulais rappeler quelque chose de très important à notre cher ami qui a posé la question. Le principe est très simple. Hein. Le principe est très simple. Alors, il paraît qu'il y a des défis de connexion. Je ne sais pas si c'est chez nous ou bien c'est à la réception de JBB. Bekis, moi je reçois parfaitement bien. Ce n'est pas de ton côté. Je te reçois également super bien. Magnifique. OK? Très bien. Si c'est bon. OK. Alors, je voulais dire à mon cher ami de se retrouver un petit peu, on va dire, en classe de première ou de seconde ou de terminale. Donc, il y a ce qu'on appelle les coefficients. Il y a les coefficients, tu vois. Lorsqu'on est littéraire, par exemple, les maths ou les sciences naturelles vont avoir comme coefficient, par exemple, 1 ou 2, par exemple. Alors que la philo va avoir 5 comme coefficient et puis la géographie, par exemple, va avoir 4 comme coefficient. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est très simple. Hein. Lorsque tu viens avec la maîtrise de soi, ce n'est pas que, si je reprends la formule des coefficients et des matières, ce n'est pas que l'histoire n'existe pas, ce n'est pas que les sciences nat n'existent pas. Non, ça existe. Maintenant, je sais que si je veux devenir très littéraire ou je veux devenir très scientifique, il y a des choses auxquelles je dois donner du poids et des choses auxquelles je ne dois pas donner du poids. Donc, si je reprends la formule de la maîtrise de soi, je peux donc du coup décider, n'est-ce pas, de donner du poids à mes résultats. Exemple, coefficient 10. De donner du poids à mes actions. Exemple, coefficient 20. Et de donner un coefficient 0 à mes sentiments. C'est tout. Ça allait peut-être trop simple, mais c'est aussi basique que ça. Vous savez, ma tante m'a appris quelque chose un jour. Il y a un de nos cousins qui était décédé, et puis tout le monde pleurait, etc. Tout le monde était complètement dépassé. J'étais le seul à rester stoïque pendant tout le temps, et qui, donc du coup, conduisait donc du coup les événements pour les obsèques. Et mon oncle, ma tante, du moins, m'a félicité à la fin pour dire heureusement que toi, tu es resté égal à toi-même parce que lorsqu'il y a des obsèques dans une famille, c'est celui qui est le moins abattu, c'est celui qui est le moins éploré qui peut organiser de façon judicieuse, donc du coup, eh bien, les obsèques. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, si je vais rester maître des situations, si je vais rester leader, je dois laisser régulièrement et autant que faire se peut les sentiments de côté. Bien évidemment, j'ai expliqué à ma tante que, effectivement, au moment où on a commencé par mettre le cercueil dans la tombe et qu'on a commencé à mettre du sable, je me suis éloigné de 100 mètres environ et j'ai coulé des larmes. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir est-ce que c'est normal de pleurer? Est-ce que c'est normal d'être en colère? Ben oui, c'est naturel. C'est naturel d'être en colère. C'est naturel de pleurer. Je viens de dire que
malgré le fait que j'ai bien piloté les obsèques, j'ai fini par quand même couler des larmes. Mais attention, je me suis éloigné. Parce qu'en général, lorsqu'il y a un décès, par exemple, et que tout le monde pleure, on s'attend à ce que celui qui est le leader reste stoïque. Et quand le leader coule une seule larme, qu'est-ce qui se passe? Toute l'assemblée explose, implose, on va dire comme ça, en larmes. Donc, malgré le fait que j'ai des sentiments et des émotions, je dois savoir que, ben, tiens, ici, on doit redonner de l'espoir à la famille. On doit savoir que le décès de telle personne n'est pas la fin des choses. Et donc, et c'est la première personne qui doit montrer l'exemple, c'est moi, pour garder la famille sereine, pour garder la famille concentrée sur le futur. Parce que, comme on le dit, quel que soit ce qui arrive, la vie doit continuer. Le passé, le passé, la vie doit continuer. Donc, et c'est ça, c'est une question de leadership ici. Si nous ne parlons pas de besoin de produire du résultat, si nous ne parlons pas de capacité à continuer d'engager les actions pour produire du résultat, on ne parlerait pas de maîtrise émotionnelle. En revanche, n'est-ce pas, je reconnais que oui, on a des sentiments. Même moi, j'ai des sentiments. Je peux être sincère avec vous. Il m'est arrivé la dernière fois à l'aéroport de Brazzaville, eh bien, de perdre mon sang-froid. Ça fait peut-être très longtemps que cela m'est arrivé. C'est arrivé, on va dire, on était parti faire les Sales Growth Days et j'ai tout simplement perdu mon sang-froid. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas beaucoup dormi, j'étais pressé. D'habitude, quand celui qui est en train d'enregistrer mes bagages dit quelque chose, j'ai l'habitude de répondre par de l'ironie, etc. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis sorti de mes gonds. Ça arrive. Je ne dis pas que c'est validé, mais ça arrive. OK? C'est arrivé pourquoi? Parce que j'ai oublié qui je suis. C'est arrivé pourquoi? Parce que je me suis beaucoup plus concentré sur l'attitude, entre guillemets, selon moi, désobligeante de la personne qui est en face de moi, plutôt que de me demander, en tant que leader, quelle est l'attitude que je dois avoir. Mais vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, pendant que j'ai fini d'enregistrer mes bagages, j'ai retrouvé dans la file et en business class le DG de EcoBank Congo-Brazza. Et je me suis posé la question, oh mon Dieu, j'espère qu'il ne m'a pas vu. Vous voyez, est-ce que c'était normal que je pète les câbles? Parce que cette dame, franchement, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas envie de faire son travail et me négligeait d'une manière incroyable. Et moi qui avais tellement sommeil, ceux qui ont l'habitude de prendre un vol Air Côte d'Ivoire à l'époque, à partir de Brazza, vous savez comment ça se passe? Il faut être à l'aéroport très tôt le matin et on a très mal à la tête. Tu vois ce que je veux dire un peu? Alors, c'est mes excuses de con, comme on dit à HNC. Mais j'ai complètement oublié que j'ai le devoir de montrer l'exemple. Et quand j'ai vu après le DG de EcoBank Congo-Brazza en train de rentrer dans l'avion avec moi, il dit, oh mon Dieu, j'espère qu'il ne m'a pas vu. Bah si, il t'a vu. Il t'a vu. Donc, et c'est pas parce que tu n'as pas le droit d'avoir des sentiments, d'avoir des émotions, de te mettre en colère, mais c'est parce que tu es un leader. Dans mon cas, je suis coach de dirigeant. Je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis un petit peu? Ça arrive, mais ça ne doit pas arriver. Parce que, imaginons que le gars il veut me donner des contrats pour que j'aide ses collaborateurs à gérer la relation client, à gérer les situations tendues, et il voit que je réagis comme ça, bah, je suis plus la bonne personne. D'accord? Est-ce qu'une situation suffit pour dire qu'une personne est nulle? Bah oui, ça peut arriver. En tout cas, certaines personnes ont le droit de faire des choses comme ça. Donc, je dois constamment, comme on dit à HSC, avoir le devoir de la mission. Le devoir de la mission. Pourquoi le leader ne doit pas avoir des émotions? C'est à cause du devoir de la mission. Est-ce que c'est normal que les émotions arrivent? Bah ouais. Je vous ai donné deux situations où j'ai été solide pour piloter les obstacles, mais j'ai fini par couler les larmes quand même, mais en me cachant, parce que les enfants ne doivent pas savoir que papa est malade. J'ai donné une autre situation où j'ai craqué. Alors, je précise que je suis venu demander pardon après, m'excuser. Je me suis même moqué de moi-même. Mais entre-temps, j'ai flanché. Est-ce que vous voyez un petit peu? C'est normal que les émotions prennent le dessus, mais le leader, c'est pas normal qu'il se permette de tomber dans les émotions en béquisse. Il y a d'autres questions apparemment? Oui, il y a peut-être une ou deux questions complémentaires au point que tu es en train de gérer actuellement. Il y a une question de Tidiane qui dit, est-ce normal de s'écarter pendant un à deux jours, voilà, s'enfermer seul avant de se retrouver après? Absolument. Le prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui,
dit que lorsque vous êtes debout et que vous êtes fâché ou en colère, asseyez-vous. Et lorsque vous êtes assis et que vous êtes toujours en colère, couchez-vous. Et si vous êtes en colère et que vous êtes toujours énervé, allez faire les ablutions. On appelle ça le changement de fréquence. Donc, par exemple, eh bien, moi, on m'a appris, et je suis sûr que dans la sagesse de nos familles, on nous a appris ça. On nous a appris que lorsqu'on est énervé, il ne faut pas ouvrir la bouche. Et il ne faut pas ouvrir la bouche lorsqu'on est énervé. Donc, de la même manière, lorsque moi je suis énervé, ça m'arrive, je préfère vous dire la vérité, mais il y a la différence entre s'énerver intérieurement et l'extérioriser. Il y a la différence entre extérioriser l'énervement et perdre de vue la conciliation, la paix nécessaire, la constructivité nécessaire pour continuer à garantir le résultat. Donc, à partir de cet instant, eh bien, je peux changer de fréquence. OK? Par exemple, il m'arrive d'être en train de coacher un collaborateur. Je suis en train de le coacher et puis j'en arrive à l'exaspération. Quand j'arrive à l'exaspération, pour ne pas avoir dit des paroles blessantes, pour ne pas crier, pour ne pas avoir, n'est-ce pas, à perdre le contrôle, je vais faire un pas en arrière. On appelle ça prendre du recul. Donc, ce que vous appelez sans faire pendant 2 ou 3 jours, et puis voilà, pour ne pas extérioriser, parce que parfois, le leader, il a une puissance spirituelle qui fait que les choses qu'il va dire peuvent être très, en guillemets, maléfiques. Il doit la fermer. Il ne doit pas dire quoi que ce soit quand il est énervé. Il doit changer de fréquence. Il doit changer de posture. Il peut faire une retraite, comme l'avait dit. Il peut même faire parfois une mise en quarantaine, le temps de respirer. Chez moi, par exemple, lorsqu'on veut annoncer un décès à une personne, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'eau à boire et on dit à la personne de respirer. On lui demande de s'asseoir et on lui annonce l'événement. Parfois même, on n'a même pas besoin de lui annoncer l'événement. Il pose juste la question de savoir si c'est telle personne. On lui dit oui. Et puis il dit, j'ai compris. Et il respire à nouveau. Pourquoi? Parce que les enfants ne doivent pas savoir que papa est malade. Les leaders, même s'ils peuvent tomber dans les émotions, ils doivent prendre du recul, ils doivent trop prendre sur eux-mêmes, respirer et dire, j'ai compris, je vous reviens. Ok, que s'est-il passé? Ok, très bien, je vais vous rappeler. C'est tout. Donc, il ne doit pas extérioriser ses émotions. Le fait de respirer, c'est une façon de prendre du recul. Le fait de faire une retraite, c'est une façon de prendre du recul. Et vous avez bien fait de le dire. Prendre du recul est une méthode extraordinaire pour devenir maître de ses émotions. Fakis? Allez, good, hein. Tidiane, et puis voilà, il y avait Tidiane, qui d'autre? Pierrot, j'espère que, voilà, que c'est OK pour vous, différentes questions. Si c'est le cas, voilà, on va peut-être avancer dans cette session. On va ensemble le principe de l'avantage contextuel, voilà, pour savoir comment réagir, bien sûr, face aux situations. Parce que la bonne nouvelle, c'est que, voilà, tout est contextuel, hein. La plupart des choses que nous avons à gérer, elles sont contextuelles. Et bien sûr, selon le contexte dans lequel nous nous trouvons, voilà, nous nous sommes appelés, bien sûr, à savoir ce qui marche, hein, à savoir ce qui marche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, on n'a pas le droit de faire les choses dans des contextes, bien sûr, différents. Bien sûr, mais on a la possibilité. Mais il faut savoir ce qui marche, hein. Là, il faut savoir ce qui marche. Parce que là où nous sommes, le contexte, c'est ce qui fait la différence, qui définit l'avantage compétitif à utiliser pour espérer pouvoir se tirer, bien sûr, d'affaires. La plupart des gens ignorent ça. La plupart ignorent, par exemple, que lorsqu'on est dans la rue, par exemple, hein, voilà, moi j'ai grandi voilà, voilà, À Newbell, à dans un quartier Newbell. pas très. Hein? À Newbell. Non, non, pas de nouvelles. Mais c'est pas loin de nouvelles, hein. C'est pas loin de nouvelles, hein. Ça D'accord. s'appelle Mille problèmes, hein. Le nom du quartier en lui-même s'appelle Mille problèmes. Mille Alors, problèmes. tu peux déjà envisager c'est quoi l'état d'esprit du quartier. Mais en général, donc, ce qui se passe dans le quartier, c'est que si, voilà, si tu sors des heures tardives, par exemple, ou si tu retournes à la maison des heures tardives, par exemple, tu vas t'assurer d'avoir, soit d'avoir une certaine forme physique ou d'avoir certaines relations qui te permettent de pouvoir rentrer sereinement chez toi. C'est-à-dire, quand tu es dans un contexte pareil, tu t'assures, voilà, d'être une menace, hein, d'apparaître comme une menace, hein, pour être, voilà, pour avoir le respect des autres, ou soit tu es ami avec ceux qui représentent cette menace-là. Donc, dans ce contexte-là, il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne fais pas ces choses-là, tu vas être, voilà, tu vas subir des agressions ou tu vas être victime, on va dire ça comme ça, de certaines agressions
ou c'est un manque de respect, mais c'est juste parce que, sachant le contexte dans lequel tu es, voilà, il y a des choses que tu ne fais pas qui t'assurent, et bien sûr, un certain avantage dans ce contexte-là, un certain privilège dans ce contexte-là. Et c'est pareil, lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on est dans la jungle, lorsqu'on est dans ce genre de quartier, voilà, la force physique, ou bien sûr une représentation d'une force physique, voilà, permet d'avoir cet avantage-là, permet de te sortir de la situation, permet de faire la différence autour de toi. Mais lorsque, par exemple, tu es à l'université, et ce qui était la plupart dans nous, lorsque tu es à l'université, par exemple, lorsque on est dans des débats, bien sûr, intellectuels, par exemple, en général, c'est la personne qui sait faire force d'argumenter et d'éloquence en général. Je me rappelle, il y avait des amis, simplement parce qu'ils savaient, voilà, parce qu'ils avaient des très belles écritures, du moins c'est parce qu'ils savaient lever la main, répondre à des questions, ils avaient certains avantages que nous, on n'avait pas, ou voilà, jusqu'à un certain moment. Mais juste parce que dans ce contexte-là précis, il y a des choses que lorsque tu fais, ça te garantit un certain avantage et un certain privilège. Mais la vérité et la bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est une bonne ou moins bonne nouvelle, mais voilà, c'est que lorsqu'on est dans la vie ou lorsqu'on a des affaires en général, ce qui donne le pouvoir, ce qui donne l'avantage, là où la page genre du mal, du mal, ce sont les résultats et la capacité de délivrer les résultats. Et c'est ça qui donne le pouvoir, ça qui donne, voilà, ça qui donne la crédibilité. La plupart des gens se retrouvent en train d'appliquer ou de vous ramener à d'autres avantages qui n'ont rien à voir avec le contexte dans lequel ils sont et vouloir imposer ça à la réalité qu'ils ont, vouloir imposer ça à la situation qu'ils ont devant eux. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu as un contexte, tu as une situation. Et bien sûr, tu dois faire ce que tu dois faire. Tu dois comprendre ce que tu dois comprendre. Tu dois envisager ce que tu dois envisager pour t'en sortir dans ce contexte-là. Tu dis que cette personne, on ne peut pas réussir avec elle. Tu dis que cette personne ne peut pas travailler avec elle. Non, il y a des gens qui travaillent avec elle. Il y a des gens qui ont compris le contexte, qui ont compris que ce boss-là, comment est-ce qu'on arrive à être son bon petit? Comment est-ce qu'on arrive à obtenir ces faveurs? C'est un contexte que tu as. C'est un contexte qui t'est présenté. Et c'est ta capacité à savoir, c'est quel est le déclencheur? Comment est-ce qu'on s'en sort dans ce contexte? Comment est-ce qu'on réussit dans ce contexte-là? Coach Emmanuel, je ne sais pas si tu essaies de parler, il semble que ton micro se ouvert. Ah, d'accord, sorry. Comment est-ce qu'on réussit dans ce contexte-là? Et la vérité, c'est que la plupart du temps, on passe le temps à se plaindre, on passe le temps à se positionner en victime des contextes, des situations, des réalités, sans se demander. Il y a des gens, par exemple, qui disent, voilà, puisque je suis d'accord au Sénégal actuellement, il y a des gens qui vont dire, ah, lorsque Macky Sall était par exemple là, qui vont dire, ah, le pays ne va pas, ou voilà, rien ne va au Sénégal. Voilà, que rien ne va au Sénégal. Mais ce qu'on ignore parfois, c'est que dans ce même Sénégal, il y a des gens qui deviennent multimillionnaires, multimilliardaires, dans le même Sénégal, voilà, dans lequel tout le monde se trouve. Et où, par exemple, lorsqu'il y a 25 francs voilà, qui se montent sur le prix de la baguette du pain. Voilà. Voilà, toute chose étant égale par ailleurs. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont à la boulangerie, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte du fait que quelque chose a changé ou pas. Mais c'est parce qu'il y a un contexte. Il y a des choses qui permettent de réussir lorsque les situations, lorsque les contextes sont là. Et notre capacité à pouvoir savoir quel est le contexte ici. Et qu'est-ce qui permet de se tirer de la situation dans ce contexte? Quelle est la façon de faire? Quelle est la façon d'envisager la situation qui permet de s'en sortir dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui donne l'avantage dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui fait la différence dans ce contexte-là? Quel est le positionnement qui permet de sortir son épingle du jeu dans ce contexte-là? Et comment est-ce que je m'arrange pour désormais, voilà, pouvoir faire ce que le contexte exige de moi, ou si je tiens bien sûr à mon résultat? Parce à la fin de la journée, à la fin de l'année, dis ce que tu n'aimes pas, dis ce que les autres ne font pas, ne te garantit pas ton résultat. Donc, si tu tiens au résultat, il y a des choses que tu dois comprendre, il y a des choses que tu dois envisager, il y a des choses avec lesquelles voilà, tu dois désormais voilà, tenir compte lorsque tu tiens bien sûr à ce résultat-là. Et comme je disais tantôt, on a eu l'occasion de partager Bakis, si tu permets. voilà, plein de méthodes voilà, durant cette session. Et la bonne nouvelle, comme je disais tantôt également, c'est que on Bakis. va, comme je l'ai... Oui, coach Evan? Donc, parlons des avantages contextuels. Si tu peux revenir sur le slide. Oui. Donc, je disais donc du coup que parlant des avantages contextuels, il est vraiment important, tu vois,
Imaginez que nous sommes au CODIR, tu vois, et la plupart des gens oublient qu'on est dans les affaires. Ils pensent qu'on est dans un débat intellectuel. Donc, ils veulent argumenter. Ils argumentent au point de perdre de vue, n'est-ce pas, les résultats à produire. Ou bien, tu es dans le business et tu as un partenaire. Le partenaire a une attitude, un comportement qui ne te plaît pas. Et toi, tu peux dire, bah, tiens, ce partenaire, je vais rompre le contrat avec lui parce que sa tête ne me plaît pas. Mais tu oublies que tu es dans les affaires. Dans les affaires, ce qui compte, ce n'est pas est-ce que la tête de ton interlocuteur te plaît ou pas. C'est est-ce que vous pouvez produire du résultat ensemble. Ou bien, par exemple, tu as un collègue qui a des manies. Et tu dis, non, mais si c'est lui, bon, tout le monde sauf lui. Tu décides de ne pas bosser avec lui comme si nous étions dans la rue, comme si on était dans un débat où tu as la possibilité d'aimer ou de ne pas aimer. Non, on ne demande pas ton avis si tu aimes la personne ou pas. On est dans la vie, on est dans les affaires, on est en entreprise. Et quand on est en entreprise, quand on est dans la vie, ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour produire du résultat. Tu dois laisser ce que tu sens personnellement de côté. Et c'est un exercice que nous avons énormément du mal à faire. L'une des plus belles choses qui m'arrive, moi, c'est de me retrouver à me réconcilier envers ou avec mes anciens partenaires ou collègues ou collaborateurs qui peut-être sont souvent partis dans des conditions terribles et qui plus tard, je me rends compte, en fait, tiens, on a perdu du temps pour rien parce qu'en fait, il s'agissait tout simplement de voir le plus important, les résultats produits. C'est pour cela que, dans la mesure du possible, quand je dois me séparer avec une personne, je m'assure que ce soit la meilleure séparation possible. Je m'assure de ce que je donne le meilleur de moi-même dans cette relation. Si bien que quand la personne fait le point quelques mois, quelques années plus tard, elle se rend compte de ce que, ben, tiens, oui, ce mec, il a toujours été pour du résultat. Et c'est la dictature du résultat. Fais ce qu'on doit faire. Que cela nous plaise ou pas, qu'on se sente bien ou pas. C'est ça qui permet de développer le leadership émotionnel. C'est ça qui permet de maîtriser ses émotions. On ne te demande pas comment tu te sens. On te demande quel est le résultat auquel tu tiens. C'est tout. Est-ce que tu veux produire du résultat? Oui. OK. Tu n'aimes pas les bamileke? Bah ouais. OK. On fait simple. Écoute, la seule personne pour là, tout de suite qui va te permettre d'avoir du résultat, c'est un bamileke. On fait comment? Tu n'aimes pas les juifs? Non. OK. Mais là, la seule personne qui peut te financer là, ou te livrer le produit là, c'est un juif. On fait comment? Ah, toi tu dis que tu n'aimes pas les serrères. OK. Tu n'aimes pas, ou bien tu n'aimes pas les djolas. OK, pas de challenge. Ou bien tu n'aimes pas les mancagnes. Très bien. Mais la seule personne qui peut t'aider là tout de suite là, c'est un mancagne. On fait comment? Ou bien tu dis que tu n'aimes pas les adjas. Tu n'as pas besoin d'aimer ou pas aimer. Tu n'as pas besoin d'être à l'aise ou pas à l'aise. On ne te demande pas comment tu te sens. On ne demande pas tes émotions ici. On ne demande pas est-ce que tu es prêt, est-ce que tu as envie ou pas. On te demande est-ce que tu veux le résultat. Et à partir du moment où tu appliques la dictature du résultat, c'est vraiment simple de produire du résultat dans n'importe quel contexte. Bekis. Magnifique, hein, et super. Et bien sûr, pour vous aider encore plus hein, dans votre capacité à pouvoir appliquer la dictature du résultat, dans votre capacité à pouvoir savoir vous automatiser, dans votre capacité à pouvoir sortir de plusieurs de ces fragilités que vous avez peut-être pu identifier durant cette session, dans votre capacité à pouvoir maîtriser vos émotions, comme tantôt, on a travaillé voilà, pour construire voilà, l'un des cours, l'un des cours les plus riches, les plus pratiques, les plus pragmatiques, bien sûr, sur l'intelligence émotionnelle que vous allez jamais, et bien sûr, suivre. C'est le cours sur l'intelligence émotionnelle, la gestion des relations, bien sûr, avec les autres, comme tantôt. C'est un cours en plusieurs parties, donc vous allez pouvoir suivre tranquillement dès maintenant, voilà, dès ce soir, que ce soit depuis votre téléphone, depuis votre tablette, depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir tranquillement suivre le cours de bout en bout. On va revenir sur plein de choses dont on a eu à parler durant cette session, voilà, avec beaucoup plus d'exemples, beaucoup plus de contexte, voilà, avec beaucoup plus d'outils pratiques, d'étapes simples à suivre, de transformations simples à pouvoir installer et instaurer dans votre vie et dans votre quotidien. La bonne nouvelle également, c'est que en plus du coup, on a mis à votre disposition voilà, le livre, le e-book Intelligence émotionnelle, voilà, écrit par le coach Eman et par le coach Samson Tapo et le coach Roland, voilà, qu'on a mis à votre disposition. Voilà, pour que vous puissiez véritablement également réussir à joindre cela. Voilà. Et bien sûr, également, vous allez pouvoir suivre le cours tranquillement, passer le test et, voilà, et pouvoir obtenir votre certificat